Bienvenue dans ce live talk co-organisé avec Innovo, où les entreprises romandes partagent leurs expériences face au Covid-19 et répondent à vos questions tous les jeudis midi. Alors, on a le grand plaisir d'avoir parmi nous Vincent Dessen, directeur général d'Eraeus Materials, en direct du canton de Vaud. Vincent, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eraeus Materials SA appartient à la division des composants médicaux du groupe allemand Eraeus, présent dans 40 pays. Vous comptez une centaine d'employés sur le site d'Yverdon-les-Bains et vous êtes spécialisé dans le développement et la fabrication de micro-composants de pointe pour l'industrie médicale que vous exportez à l'international. Alors, comment vous avez vécu l'annonce de la crise et quels sont les impacts? Alors l'annonce de la crise, je ne parlerai pas d'annonce, mais en tout cas, comment est-ce qu'elle est arrivée chez nous? Elle est arrivée en fait très tôt, pour une raison simple, qui est qu'on a des sites, notamment en Asie et en particulier à Singapour. Ils étaient déjà passés par quelques semaines finalement avant nous, même avant l'Italie qui a démarré un petit peu l'Europe. Donc nous, on a commencé très tôt, le 2 mars. Exactement, c'était un lundi, c'était 2 semaines avant l'annonce fédérale de la situation d'urgence, et puis le premier cas de Covid, c'était la semaine d'avant. On a fait une séance avec tous les collaborateurs, on pouvait encore imaginer à l'époque le faire, et certains des collaborateurs m'ont pris pour un cinglé en fait. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mettre en place tout ça? On n'avait pas encore cette notion. Aujourd'hui, c'est très vivide, mais on n'avait pas encore toute cette notion. Donc très vite, en fait, tout début mars, on a mis en place tout un tas de mesures sanitaires, sociales, de distanciation, qu'on a fait évoluer au fil du temps. La crise, elle a démarré de manière pour nous finalement assez abrupte, parce que très rapidement, on a une trentaine de pourcents de frontaliers, donc essentiellement de France, et puis tous ces gens-là se sont retrouvés quasi bloqués un peu du jour au lendemain, avec des règlements suisses autant que français qui changeaient un petit peu tous les jours, et il a fallu s'adapter. Donc on a dû s'adapter à tout ça. Au départ, en fait, on a eu bon, alors on est arrivé à peu près jusqu'à 10% d'absentéisme lié vraiment à ça. On n'a pas eu de cas avérés Covid dans l'entreprise, mais on a eu tout un tas de cas dont il était évident que sans diagnostic, il s'agissait probablement de cas Covid. Donc on a géré tout ça, c'était pas facile. Et en même temps, on a eu en fait une augmentation de la demande des clients. Alors, contrairement à ce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'industries ont vécu, nous, au départ, nos clients qui sont répartis un petit peu partout sur la planète se sont dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il faut tout de suite que je fasse des stocks, et puis donc je vais augmenter mes volumes chez les fournisseurs. Donc, on a eu un chaud-froid, on va en parler un petit peu après, mais au départ, pour nous, c'était une augmentation des commandes, et ça n'a pas été facile du tout à gérer, surtout avec 10% d'absentéisme. À la fin, finalement, au bout de quelques semaines, les collaborateurs nous ont remerciés parce qu'ils ont dit on a été parmi les premiers à réagir, merci, on est toujours debout, on n'a pas fermé, donc on n'a eu aucune fermeture du site. Donc ça a été assez violent, ça a été très aigu pendant 2 mois et demi, et puis aujourd'hui, on va le voir après, on fait face à une nouvelle crise. Au niveau organisationnel, est-ce que vous étiez prêt à affronter les contraintes sanitaires liées à la crise et quels outils numériques étaient déjà en place? Bon, alors prêt, on n'est jamais vraiment prêt, surtout à une situation au fond que personne n'a jamais vécue de mémoire humaine, même s'il y a eu de grandes pandémies évidemment dans notre histoire. Alors pour nous, est-ce qu'on était prêt? Non, pas vraiment. On s'est préparé super vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait on a créé une organisation, disons, au fil des années passées, qui n'avait rien à voir avec les contraintes auxquelles on a été soumis aujourd'hui, mais qui était liée aux besoins d'une entreprise suisse qui exporte massivement et puis qui a sa concurrence dans des pays où la main-d'œuvre est 10 à 15 fois plus faible ou moins élevée. On a dû créer une structure très agile. Donc, on avait une structure organisationnelle très plate. Entre moi-même et un opérateur, par exemple, il y a une seule personne, alors qu'historiquement, il y en avait plutôt 3.
Donc, au fil du temps, on s'était rendu beaucoup plus agile. Et alors ça, évidemment, ça nous a rendu très grandement service. Donc, en ce sens-là, cette caractéristique nous rendait prêts à affronter l'inconnu comme ça. Au niveau des outils, oui, alors on a mis en place tout un tas de choses. On avait déjà des instruments. On utilisait déjà le télétravail un petit peu. Donc, on avait déjà mis en place des instruments qui le permettaient. On a mis 50% à peu près de notre plateau hors production en télétravail. Ils reviennent progressivement maintenant. Toute la production, c'est la moitié des collaborateurs, eux, évidemment, ont dû rester derrière les machines pour produire ces micro-composants pour nos clients médicaux. Au niveau des solutions, on avait fait une migration de notre ERP par chance sur une solution complètement web. Donc là, on a pu s'affranchir de la problématique d'être au bureau sur les serveurs pour pouvoir l'utiliser, parce que finalement, tout est en cloud. Ça nous a clairement beaucoup aidé. Là, c'était de la chance. On venait de passer également au tout laptop. Donc, tout le monde avait un ordinateur portable, évidemment, ce qui a grandement facilité le déplacement. Par contre, évidemment, les gens sont partis avec leurs écrans, leurs imprimantes sous le bras à la maison. Bon, ma foi, on avait déjà des petites crises internes. Ça, c'est pas. Il faut récupérer tout ça après. On est en train de le faire, mais donc, on a utilisé des solutions de systèmes de partage de fichiers, SharePoint, du VPN, du Skype, Zoom, Teams, que je ne connaissais pas avant, puis maintenant qui font effectivement beaucoup plus partie de l'environnement standard de travail. On a mis en place pour la communication avec les collaborateurs, pour être très réactifs, WhatsApp, un groupe WhatsApp avec l'ensemble des collaborateurs qui pouvaient venir inviter d'autres personnes. Enfin, on pouvait communiquer en fait par ce biais-là en mettant des règles évidemment. Ça évitait et ça permettait de faire de manière très simple toutes les chaînes d'information que certains de nos collègues dans des sites plus grands que nous à l'étranger mettaient des procédures de transmission d'informations de personne à personne, enfin des usines à gaz. Finalement, avec WhatsApp, on s'en est très bien sorti. Et puis, on a renforcé l'utilisation de solutions de travail, de projets, en fait, en remote, finalement. Alors, la solution qu'on utilise, c'est Trello, qui permet de gérer les projets par des cartes d'action que les gens se partagent, où tout est informé, finalement, dans le système. Puis, on a utilisé une solution que j'ai découverte également, très sympa, Miro, qui permet, alors il y en a plein, hein, mais qui permet de faire des séances à distance quasiment vraiment quasiment plus efficace que les séances physiques en présentiel pour faire des whiteboards en fait. Hein. Donc on peut écrire des choses, se les partager, mettre des post-it, les décaler, les classer, faire des graphiques. Enfin, finalement des outils où tout le monde, et c'est ça qui est intéressant, tout le monde se retrouve. Alors dans une réunion normale, ben, vous avez une personne devant le tableau. Ben là non, alors tout le monde est devant le tableau et tout le monde peut interagir. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis derrière et puis qui dit rien. Donc ça a même facilité certains échanges. Donc au fond, on a renforcé des solutions, on en a apporté de nouvelles et puis j'espère qu'on continuera à les utiliser. Quelle est la situation aujourd'hui du site de production? C'est pas génial. Enfin, c'est pas génial. Alors, déjà, on a un pays béni avec ses instruments qui assoupissent finalement le monde du travail, hein, quoi que certains en disent, et la RHT, on commence à la mettre en place maintenant. En fait, nous, on est passé par cette crise super aiguë pendant 2 mois et demi. On s'est dit, ouais, bah, finalement, c'était une expérience sympa presque. Et puis, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui va se passer finalement chez nos clients? Ils n'avaient pas l'air, ils s'en faisaient pas tant. Alors, on a des très gros clients à des PME, donc des très grands groupes internationaux. Ils sont tous, pour la majorité, dans la région d'ailleurs. Et qui sont répartis de l'Asie à l'Europe, aux Amériques. Alors, évidemment, et on les sert tous. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Pendant toute cette période-là, les chaînes logistiques se sont effondrées, devenaient complètement imprévisibles, mais on a réussi à gérer ça. Ce qui est plus difficile à gérer maintenant, c'est que
nos clients ont vraiment tardé à mettre en place des instruments de gestion parce qu'ils étaient trop gros finalement et puis répartis encore une fois sur toute la planète, il faut consolider, c'est complexe. Et donc on se retrouve aujourd'hui à souffrir et on entend beaucoup aujourd'hui, oui, l'économie repart. Non, non, pour nous, elle s'arrête ou elle se ralentit fortement parce qu'on sert, au fond, tous les produits qu'on fabrique ici vont finir dans des dispositifs médicaux qui vont finir dans des patients ou qui vont être utilisés pour faire des interventions en cardiologie, en neurochir, en gestion du rythme cardiaque, de la douleur, etc., Parkinson. Et c'était des choses qui n'étaient pas totalement essentielles pendant la crise sanitaire. Et donc, les hôpitaux, en fait, ont été réquisitionnés, comme on le sait tous, pour gérer la crise sanitaire. Et les interventions se sont évidemment effondrées. Alors, comme on a une distance de 3 à 4 mois entre nous, finalement, et puis l'utilisation de nos composants, on se prend maintenant la claque du manque d'intervention. Et puis, comme la capacité hospitalière, elle est finie, c'est une capacité finie, les interventions perdues, il sera extrêmement difficile de les récupérer. Donc, entre l'Asie, février-mars, l'Europe, mars-mai, et puis les États-Unis, avril, quand ils ont compris qu'il se passait quelque chose jusqu'à maintenant, on va se prendre un décalage de 3-4 mois, puis ça va durer 6 mois. Donc, pour nous, la situation, elle commence maintenant d'un point de vue économique. Puis, notre année, elle va pas être top. Bon, on ne sera pas les seuls, mais on a cet effet décalé qui est difficile aussi pour les collaborateurs parce qu'ils se sont dit « Ah, c'est bon, on est passé. Ah, c'est bon, on n'a pas fermé. Génial, merci. » Ouais, ça va venir. Alors, on n'a pas fermé, mais voilà, on a aujourd'hui une RHT qui est de l'ordre de, puis ça va peut-être durer 6 mois, de l'ordre de 30% quand même. Donc, on a ce décalage entre ceux qui faisaient du commerce direct avec les consommateurs et puis ceux qui faisaient du B2B, mais qui étaient finalement en connexion directe avec l'activité de leurs clients. Nous, il y a ce lag. C'est donc voilà, assez pénible. Quels sont, selon vous, les points de non-retour liés au Covid-19? Et puis, quelles sont les choses que vous souhaitez pérenniser? Ouais, j'entends beaucoup, et j'en suis triste, de gens qui disent Ah, on va enfin pouvoir revenir à la normale. Alors, on parle de nouvelle normalité à la limite, mais enfin, l'idée quand même sous-jacente est de dire si on pouvait laisser ça derrière nous et puis continuer comme on faisait avant, ça serait super. Alors moi, je trouve ça d'une tristesse infinie parce qu'on a bien galéré, mais on a appris plein de choses. On va d'ailleurs continuer à le faire, j'espère moins dans la douleur, mais enfin, on a appris vraiment beaucoup de choses. C'était au fond une fenêtre expérimentale complètement unique. C'est une occasion, j'espère qu'on n'en aura pas trop, des occasions quand même comme ça, mais disons, c'était quand même une occasion de 2-3 mois, un truc qui est complètement fou, qui a permis de mettre en pratique tout un tas de choses qu'on avait complètement théorisées. Et on en a appris plein de choses. Donc, j'espère que tout le monde va continuer à utiliser ces apprentissages et puis que ce soit pour… Alors, on ne va pas faire un truc sur la globalisation, je serais bien emmerdé parce que mes fournisseurs, ils sont partout sur la planète, puis ils ont des chaînes très globales. Alors, je l'ai bien senti. Mais donc, on peut essayer, au fond, de repenser quand même ces chaînes-là, pas seulement pour la planète, mais pour les risques que finalement ça engendre dans des situations comme ça. Et donc, j'espère qu'on va revenir à un modèle un petit peu hybride. Au fond, ça nous a appris à nous flexibiliser. On a dû tous réagir de manière très rapide. Pour l'environnement, le télétravail, je pense qu'on va continuer et on va en faire plus. Il ne faut pas confondre le télétravail de ce qui s'est passé pendant cette période-là, qui finalement, on ne va pas le reproduire, ce télétravail, parce que là, tout était fermé. Les gens n'avaient rien d'autre à faire que tondre le gazon ou travailler ou planter des clous. Bon, j'exagère un petit peu, mais enfin, disons, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation. Pas moi. Bon, je n'ai pas de gazon, donc, mais d'autres choses, j'aurais bien aimé pouvoir les faire. Le retour va être un petit peu difficile et il ne faut pas confondre ce télétravail forcé où tout s'est organisé à la maison avec 1 à 2 journées de travail par semaine où finalement, en temps normal, on a quand même tendance à concentrer un petit peu des choses personnelles sur ces jours-là où on fait venir le plombier, par exemple. Alors, il va falloir en garder plein de choses
On a appris plein de choses. Les routes se sont désengorgées. Mon Dieu, quel bonheur. J'ai jamais été aussi rapide pour venir au travail. Donc moi, j'ai jamais été en télétravail pendant cette période-là. Au contraire, on devait être très présent pour soutenir tout ça. Donc j'espère qu'on va en faire des apprentissages sur les chaînes de valeur, sur la façon de travailler, sur les outils utilisés. Et puis finalement, si on les garde, bon, on sera prêt à la prochaine claque. Moi, c'était au niveau de justement l'industrie médicale. Quels sont pour vous les prochains défis, enfin les défis dans les prochains mois, on va dire? Ouais, alors bon, les défis, on vient d'en parler déjà, ça va être ce retour. Un premier défi, c'est de dire comment est-ce que je vais utiliser ce que j'ai observé, ce que j'ai appris, cet empirisme, ces observations qui ont été faites pour dire qu'est-ce que je veux en garder finalement. Il y a des opportunités, il y a eu du bon dans tout ça. Donc, premier défi, ça va être de parvenir à tête dans le guidon. Alors bon, nous, on va avoir le temps de parvenir à tête dans le guidon parce qu'on va passer par ce creux assez important, mais voilà, je pense que ça, c'est important de s'y atteler. Maintenant, pour l'industrie médicale, après, je pourrais dire un petit peu, on va avoir d'autres défis ici, mais pour l'industrie médicale, je crois que ce qu'il va falloir, enfin ce qui va être nécessaire, au-delà des points que j'ai déjà cités avant sur les chaînes de valeur, c'est que les entreprises arrivent à pérenniser les morceaux d'agilité qu'ils ont réussi à développer de flexibilité. Les besoins, en fait, alors les chaînes médicales sont très longues, enfin, sont très longues. Ouais, en tout cas, ça compte quelques mois, ça peut même compter jusqu'à 6 mois. On le sait dans toutes les théories de variabilité dans les chaînes, quand il se passe quelque chose, alors il y a la fameuse l'image du vendeur de bière qui, parce qu'il fait beau, commande pour le lendemain des bières, et puis tout le monde le fait, et puis finalement, le fabricant de bière, en passant par les distributeurs, il ne sait plus du tout ce qu'il faut faire, il fait trop de stock, enfin, ça va se passer. Ça veut dire qu'il va y avoir des fluctuations up and down qui vont être super importantes. Et on va devoir pas prendre pas trop de risques pour fabriquer des stocks qu'on ne vendra pas, mais en même temps avoir une super grande réactivité pour pouvoir servir les clients, parce que sinon d'autres le feront. Et donc un gros défi va être de garder cette capacité alors qu'on était dans un flux finalement. Alors c'est jamais tranquille, hein. Il y a toujours des grandes variations, mais quand même, là, c'est beaucoup plus violent. Donc, il va falloir maintenir ça. Alors, la bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'on est tous à la même enseigne. Donc, tous les fournisseurs, tous les clients sont dans la même galère. Peut-être, je rajouterais, si je peux allonger un petit peu sur ma réponse, les défis que nous, on va avoir ici, et au fond, donc, j'imagine toutes les entreprises dans le monde médical, ça va être de maintenir la formation des gens. Il va falloir reformer les gens à faire tout ce qu'ils font sur les processus qu'ils utilisent. Et alors ça, évidemment, c'est très embêtant. Donc un défi, c'est d'arriver à maintenir un niveau d'activité suffisant et suffisamment bas pour gérer les risques, et puis suffisamment haut pour arriver, au fond, à ce que les gens ne perdent pas la main. Et puis éviter de perdre les collaborateurs qui partent ou qu'on doit s'en séparer parce que ça s'éternise. Et puis là, bon, certains collaborateurs, c'est des semaines, des mois, ou voire des années de formation. Donc, évidemment, ça, c'est embêtant. Puis, il va falloir quand même maintenir les mesures sanitaires et sociales parce que l'air de mine de rien, pour l'instant, on fanfaronne un petit peu, mais enfin, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans 15 jours, dans 3 semaines, s'il va y avoir une deuxième vague. Il semble étrange qu'il n'y en ait pas. Mais donc, ça va être un défi aussi d'arriver à tenir dans la longueur avec les mesures qu'on a mises en place. On va laisser la parole aux participants. Alors, je vous invite à poser vos questions et puis faire une petite introduction de vous. Merci pour ces commentaires. Peut-être une question, vous avez parlé de production et d'opérationnel. Qu'en est-il des activités ou d'innovation? Est-ce que c'était une période plutôt propice à lever la tête du guidon, vous avez utilisé ce terme, mais enfin à réfléchir à plus long terme, ou est-ce qu'il y a eu enfin, comment les activités R&D ont-elles été impactées? On n'a pas eu du temps en fait. On pourrait se dire, ah ouais, en fait, il y a eu une espèce de parenthèse qui nous a donné du temps pour réfléchir sur les choses. Non. Alors, en tout cas, nous, on n'a pas vécu cette fenêtre de temps
Au contraire, les choses se sont accélérées parce qu'on devait toujours faire la même chose, mais en plus gérer toute la crise. Alors, donc on a bien eu la tête dans le guidon et les activités R&D à l'innovation, elles n'ont pas augmenté par rapport aux produits ou ce qu'on peut amener aux clients. Par contre, comme on a été forcé de rentrer dans des réflexions vraiment forcées de façon de travailler différentes et au fond d'organisation, d'un point de vue organisationnel, l'innovation elle est aussi là-dedans, on va retenir des éléments. Mais on n'a pas eu cette opportunité de dire ah ouais super, on va avoir du temps pour repenser tout un tas de choses. Par contre, certains de nos clients l'ont eu. Donc, il y a plein de gens qui se sont retrouvés à la maison, bam, qui nous sont tombés dessus avec plein de choses qui avançaient beaucoup plus vite que d'habitude parce que justement, il y avait des gens qui avaient du temps. Je ne pense pas que l'innovation chez nos clients a été augmentée pendant cette période-là. Donc, malheureusement, Philippe, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûr que, en tout cas pour notre monde, ça a été une période particulièrement propice pour l'innovation, autre que comment se rendre plus agile, flexible et résilient en fait. Bonjour, Monsieur Dessène. J'ai une question, bien sûr, vous imaginez, c'est une question de cybersécurité. Par hasard. Je n'entendais pas moins de vous. Merci. Dans cette gestion de crise qui nous a quand même tous pris de court, et comme vous, beaucoup de sociétés, mais je pense que vous étiez particulièrement en avant dans la remise, vous nous en avez parlé, hein, chacun avait un ordinateur portable et déjà des instruments collaboratifs étaient plus habitués à cette dimension-là. Néanmoins, au moment où il faut prendre des décisions très rapides, qu'est-ce qu'on utilise comme webconférence, qu'est-ce qu'on utilise comme outil, j'imagine qu'on a besoin de décider rapidement et est-ce que la question cybersécurité, protection des données apparaît quand même à la conscience ou est-ce qu'on dit on verra plus tard? Comment ça s'est pas? Je ne sais pas si c'est une question indiscrète, vous pouvez la passer. Hein. Non, elle n'est pas du tout indiscrète, mais je suis sûr que vous en connaissez la réponse parce que la majorité des gens doivent vous la dire, on verra plus tard. Le fait est qu'en effet, on avait beaucoup cybersécurité pour tout le groupe. Évidemment, c'est un point qui est extrêmement important. On a subi des attaques comme tout le monde. On était relativement propre de ce point de vue-là pour un travail à distance. Par contre, évidemment, c'est posé la question, notamment qui est apparue dans les médias, de l'utilisation des plateformes sur lesquelles peuvent être échangées des informations telles que Zoom, où on a beaucoup décrié évidemment le fait que les informations n'étaient pas protégées. Alors là, c'était plus dans l'information aux gens de dire ne partagez pas. Ma foi, si quelqu'un nous écoute, voilà, mais ne partagez pas des informations ou des fichiers confidentiels par ces moyens-là, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, vous prenez un risque de sortie des enclaves, des enclos qui ont été créés par l'entreprise pour la sécurité des données. Alors, on était plutôt prêt. Par contre, je vous avoue qu'il n'y a pas eu, pendant cette période-là, une surcommunication sur l'importance de cette cybersécurité. On a tous été quand même pas mal pris de court. Je pense qu'on était pas mal prêts. Mais on s'est dit quand même, ouais, d'une certaine manière, ma foi, on verra un peu après quand même. Ouais. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, bonjour, Alexandre Almer, je travaille dans l'informatique. Une question sur il y a une chose que j'ai pas vraiment compris sur le délai entre la fabrication et l'utilisation de vos produits dans les salles d'opération. Ces opérations, elles sont perdues ou elles sont décalées dans le temps? J'ai pas totalement saisi. Ouais, ben en fait, c'est parce que je sais pas. Non, si, j'ai quand même un petit peu une réponse. Comme je dis, la capacité des hôpitaux, de manière générale, elle est finie. Une nuitée, un lit qui est perdu, il est perdu, et puis vous n'allez pas opérer 3 fois plus de gens après parce que ils n'ont pas été opérés pendant cette période-là. Parce que vous n'aurez simplement pas la capacité, ni en termes de salle d'opération, ni en termes de lit, et de les accueillir. Alors, bon, on fait de l'interventionnel aussi, mais même ça, l'interventionnel va devoir être limité. Et la distance qu'il y a entre ce que nous fabriquons, on va fabriquer, nous, des composants, des micro-composants en métaux précieux, non précieux,
qui sont vraiment microscopiques, peut-être très longs, parce que par exemple, pour monter jusqu'au cerveau, on passe par la jambe. Mais ces composants sont montés dans les dispositifs médicaux par nos clients. Alors, nos clients, c'est les Johnson & Johnson, Medtronic, Boston Scientific et autres de ce monde-là. Alors, comme on est partout, il n'y a pas d'informations confidentielles ici. Le temps qu'eux montent ça dans leur dispositif, les envoient dans leur chaîne de distribution et que ça arrive dans la salle d'opération, il va y avoir un délai de 3, 4, 5, 6 mois. Et donc, les opérations perdues font que les stocks sont restés dans les hôpitaux, sont utilisés maintenant, et puis il n'y a plus de demande. Donc, la demande s'effondre par ce biais-là. Maintenant, est-ce que les hôpitaux vont parvenir à récupérer? J'entendais pas plus tard qu'hier l'hôpital à Fribourg qui est en suractivité parce qu'ils essaient de récupérer tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont une situation financière qui est un petit peu délicate, mais à résoudre, mais ils essaient de faire ce qu'ils n'ont pas fait avant. Ça va être très difficile. Dans notre monde, d'une manière générale, par exemple, pourquoi est-ce qu'en Asie, notamment en Chine, alors que c'est un marché sur lequel tout le monde va, à 1,5 milliard d'habitants, génial, mais il y a peu d'interventions encore, tout simplement parce qu'il y a tous les malades qu'il faut, hein, comme partout, mais il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Et l'accès aux soins est limité. Et c'est ça, en fait, qui limite notre marché. Ce n'est pas le besoin de l'intervention, c'est la capacité hospitalière. D'accord, merci. Nous arrivons à la fin de ce live talk. Merci beaucoup, Vincent, pour votre témoignage. Merci encore une fois à Innovo pour la co-organisation de ce live talk. Et merci à tous d'avoir été parmi nous. Le replay sera disponible sur la chaîne vidéo d'Alpacity et on se retrouve tout prochainement pour de nouveaux partages d'expériences sur le thème de la reprise des activités et des nouvelles réalités du numérique. Excellent après-midi et à tout bientôt. Merci, toute bonne journée, bon appétit. Bonne Merci journée à à vous. tous. Merci, au revoir. Merci. Bonne Ciao, journée. ciao, Au revoir. ciao. Merci Vincent.